Bonjour Michel Aulin. Bonjour. Pourquoi être français, et pour reprendre votre formule, la formule du titre de votre livre, devenu un défi? Alors c'est devenu un défi pour ceux qui sont français sans parfois l'avoir choisi, parce que je montre qu'il existe effectivement une petite frange de Français qui sont français sans vraiment le savoir, donc pour eux c'est un défi d'être français, mais c'est aussi un défi pour les Français dont je suis, c'est-à-dire les Français d'origine française, qui aujourd'hui ont un Qu'on n'ose plus appeler les Français de souche. Qu'on aurait... Oui, mais qu'on peut appeler les Français de souche, moi ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, c'est les Français d'origine française, ceux qui ont plusieurs générations d'ancêtres français derrière eux, et qui aujourd'hui ont un vrai défi qui est de transmettre ce qu'est leur... j'ose pas parler d'identité parce que j'aime pas trop ce mot, mais Pourquoi ce qu'est leur valeur, leur savoir, leur histoire, et leur histoire surtout, à des gens qui arrivent et qui comprennent pas le monde dans lequel, enfin le pays dans lequel ils s'installent. Pourquoi le mot identité vous fait peur? Il a beaucoup été utilisé, moi j'ai du mal à le définir, donc à chaque fois on me repose cette question. Et puis rappelez-vous ce débat un peu unique qui avait été organisé il y a quelques années sur l'identité sous Nicolas Sarkozy, avec comme ministre Éric Besson, puis après Brice Hortefeux qui était ministre de ce ministère qui s'appelait un débat qui a l'identité nationale. Voilà, qui a mobilisé, auquel j'ai appartenu, qui a mobilisé des dizaines de milliers de personnes dans toutes les préfectures et qui a donné strictement rien en termes d'écrit, parce qu'il était impossible de faire une synthèse. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de cette idée d'une identité synthétique. C'est d'autant plus intriguant de vous d'entendre votre méfiance sur ce sujet que vous passez quand même votre livre à définir ce qu'est l'identité française. Oui, parce que malgré tout, il existe bien une identité française. Il existe bien des traits de caractère qui sont propres aux Français. Il existe surtout une histoire du peuple français qui est très ancienne et qui est très ancrée dans les territoires. On l'oublie toujours parce que on nous enseigne que l'histoire de France commence à la Révolution française. On oublie complètement les siècles antérieurs et surtout on oublie, mais alors de façon volontaire, qu'une partie du peuple français est d'origine locale, et le local c'est gaulois, il faut le dire ainsi, quoi. Donc il existe, en fait, quand on y songe un peu, la France elle s'est construite aussi par des millions d'unions entre des familles qui étaient locales, qui étaient françaises et qui ont créé, si ce n'est la culture avec un grand C, du moins la culture, la façon de vivre qui fait la France aujourd'hui. Vous dites que le nombre de Français qui le sont depuis le Moyen-Âge est largement majoritaire, ça concerne 3/4 de la population. C'est intéressant parce que vous avez eu accès aux chiffres. Oui, alors les chiffres varient, mais c'était les chiffres de l'INSEE. Hein. 3 Français sur 4 sont issus d'une souche française, si on veut évoquer ce titre. Au Moyen-Âge. Et quand on l'étudie, sauf sur les marges de la France, c'est-à-dire celles qui ont été soumises, et en parlant que de la métropole, pardon, et celles qui ont été soumises à des brassages de population, la Franche-Comté, l'Alsace en particulier, tout le reste, on le voit bien, on n'a pas de rupture dans le peuplement de la France depuis le début du millénaire, quoi. On n'a pas de rupture fondamentale. On n'a pas de grand mouvement migratoire qui est venu s'imposer à la population qui était en place. Pourquoi dites-vous que l'Europe s'est trompée en promouvant une immigration positive destinée à compenser ses déficits démographiques ? Parce que la position de l'Europe, et là on l'entend de plus en plus, c'est, et on le lit ces derniers jours, c'est il faut compenser la baisse démographique, et paraît-il un risque pour l'économie, par une immigration extérieure. Sauf que le faire ainsi, c'est méconnaître complètement la question culturelle. C'est-à-dire que si... Je ne dis pas qu'il faille arrêter l'immigration, et je pense que c'est pas inintelligent de faire venir à nous des gens qui participent aussi à l'activité économique. À condition d'ailleurs qu'on n'oublie pas les 2 millions de Français qui sont partis de France pour échapper à toute une série de difficultés qu'ils auraient rencontrées et qui sont d'une certaine façon nos enfants. Moi j'ai y compris, j'ai une fille qui est partie à l'étranger, qui sont nos enfants et les enfants de tous nos amis qui sont partis s'installer à Londres, à New York ou même en Chine. Tout cela qui était la force vive, parce que c'était beaucoup d'élèves qui venaient des grandes écoles, cette force vive de la France qui est déjà partie et qu'il faudrait peut-être penser à récupérer avant de commencer à imaginer de faire venir des ingénieurs de l'étranger. Un point que vous soulignez souvent, c'est que le drame pour beaucoup d'immigrés, peut-être pour beaucoup de ces Français qui sont des émigrés,
maintenant, c'est qu'ils sont coupés de leurs racines, ils ne connaissent pas le parcours de leur père, et quand ils le connaissent, ils en souffrent. Et vous expliquez que cette souffrance est une dimension de leur rapport à la violence. Alors ça, c'est un phénomène que j'ai observé parce que j'ai travaillé 2 ans sur les jeunes délinquants violents des quartiers d'Île-de-France. Et alors, j'avais pas du tout perçu ça de cette façon-là, mais tous les professionnels de terrain, et je l'ai constaté moi-même, disent la même chose, c'est-à-dire qu'on a une frange de population juvénile, hein, la tranche d'âge étudiée, c'était 13-17 ans, qui a aucun rapport avec sa propre histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le père n'a pas raconté sa migration, quand le père est présent d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, et la plupart de ces jeunes savent pas du tout quelle est leur propre histoire. Et comme par ailleurs, on les a placés dans une situation où il n'y a aucun repère historique, ils sont dans des quartiers qui portent des noms qui n'ont rien à voir avec l'histoire de France, on leur enseigne plus l'histoire de France à l'école, ils n'ont strictement aucun repère. Je suis quand même très étonné, et je le vois à chaque fois, de constater que la plupart de ces jeunes au collège, par exemple, ignorent le nom même de leur commune. Donc, ils ne savent pas dire pourquoi leur collège ou leur lycée porte un nom et à quoi ce nom fait référence. Mais pourtant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'il y a finalement un nouvel enracinement, c'est la façon dont se nomment ces groupes dans lesquels sont ces jeunes. On parlait souvent des bandes, et parfois quand même les bandes de racailles. Et vous dites, il y a quand même une appartenance de groupe qui est géographique, qui est lié à un quartier et qui est lié parfois même à une école. Oui, tout à fait. Ça c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que comme ils n'ont strictement plus aucun repère, enfin plutôt c'est vrai qu'ils n'en ont plus, c'est qu'ils n'ont aucun repère, ils n'en ont jamais eu. Le repère, il se le crée à l'échelle du quartier qui devient, je l'ai dit une fois, je le redis, une échelle tribale. C'est-à-dire qu'en fait, on appartient à un petit univers géographique dont on sort peu, et si on en sort, c'est pour aller se battre, parfois à mort d'ailleurs, contre un quartier voisin. Ça, c'est une logique qui est mortifère. Je veux dire, il faut que la France mette fin de façon définitive à ce type de relation entre les groupes, et ça passe aussi par la réinscription de ces jeunes dans une géographie nationale et une simple, et une histoire, mais pas uniquement l'histoire de la France, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait leur apprendre leur propre histoire. La question, c'est ça, c'est est-ce qu'il faut leur enseigner nos ancêtres les Gaulois ? Non, il ne faut pas leur enseigner nos ancêtres les Gaulois, il faut quand même leur enseigner les Gaulois, parce que il faut quand même leur dire que le pays où ils arrivent, c'est un pays d'une très vieille civilisation, et il faut quand même leur dire pourquoi. C'est-à-dire que dès lors qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Gaulois, c'est un terme qui est honni, malheureusement, on a le président de la République qui en a parlé avec un qualificatif qui est très sympathique pour eux. Et donc, mais moi qui pratique un peu dans mon jeune temps l'histoire antique, on parlait déjà plus de Gaulois, on disait les Laténiens, parce que c'est l'époque de l'Athènes pour l'archéologie. Tout ça est très étrange. Les Gaulois existaient, et pour beaucoup d'entre nous, nous avons forcément quelques gènes qui remontent à l'époque de la proto-histoire. Donc il faut leur enseigner les Gaulois, mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont, eux, descendants des Gaulois. Il faut leur enseigner aussi l'histoire du pays où ils viennent et les rapports de la France avec ces pays. Et peut-être qu'il faut réécrire tout ça, je veux dire, sous une autre forme que ce qu'ils entendent habituellement. Hein, parce que on revient donc à la question coloniale. On peut relativiser une partie de ce qui s'écrit ou ce qui se dit aujourd'hui, et puis on revient à la question de l'immigration et à l'image. J'en parle aussi parce que ça m'avait beaucoup choqué quand j'avais la tutelle sur la Cité de l'immigration. L'image de l'immigré sur sa propre histoire n'est pas la même image que nous véhiculons sur l'immigration. Alors quelle est l'image que nous véhiculons sur l'immigration et quelle est l'image que l'immigré a sur sa propre histoire à la Cité de l'immigration? La France a une image misérabiliste de l'immigration. C'est le pauvre immigré qui est venu avec sa valise en carton, le malheureux qui a été exploité, par le livre etc. de Linda de Souza, d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon, mais quand vous interrogez des gens qui ont participé à l'immigration, eux, leur image, l'image de leur parcours, elle est très positive, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont eu le courage un jour de partir de chez eux où ils étaient misérables, disons les choses clairement, d'arriver en France, d'y construire un avenir pour leurs enfants. La plupart sont très fiers de la scolarité de leurs enfants, même quand la scolarité n'a pas atteint un niveau considérable. Et quand ils retournent au pays, ils sont, ce que j'ai le droit d'employer une expression populaire, les rois du pétrole.
seuls. C'est-à-dire, en fait, et quand même, ils sont ceux qui ont réussi. Donc, eux, ils ont une image très positive de l'immigration, et nous, on leur transmet une image très négative. Et ça crée un hiatus pour les plus jeunes, c'est clair. Pour revenir à une autre question que vous abordez, donc sur la construction d'une nation et d'une identité, vous l'aviez dit tout à l'heure, le mariage est une clé essentielle. C'est une des clés de la construction des nations, écrivez-vous. Est-ce que l'abandon de la politique familiale, sacrifiée sur l'autel notamment d'une approche comptable et au profit de l'individualisme, n'a pas accru les maux que vous dénoncez ? C'est évident, c'est complètement évident. C'est sûr, et d'ailleurs toutes les études le montrent, que la démographie est très liée aux politiques familiales qui sont menées. Et par ailleurs, on a une politique familiale stupide, parce qu'en fait, elle encourage d'abord les femmes seules avec des enfants nombreux. Parce que toute la politique du logement social, elle est fondée là-dessus. Le premier critère, c'est ça. Ça c'est vraiment délétère comme type de politique. Pourquoi ? C'est délétère parce que en fait, on ne croit pas, personne ne croit vraiment qu'une mère seule avec beaucoup d'enfants a les mêmes capacités d'élever ses enfants qu'une famille unie avec des enfants nombreux aussi, c'est pas le sujet, mais enfin avec des capacités d'éduquer ses enfants. C'est pas du tout la même chose. Moi, je connais beaucoup de femmes africaines, en particulier, femmes d'origine africaine. Vous avez traité ces questions au ministère de l'Intérieur. Voilà. Et puis j'en connais toujours, donc j'en suis toujours. Et c'est très compliqué aujourd'hui quand vous êtes une femme seule, surtout d'origine africaine, parce que vous travaillez, vous faites des ménages, souvent très loin de chez vous, donc vous avez des enfants que vous laissez chez eux, chez elles toute la journée, et qui sont la plupart du temps dehors, donc, et qui constituent une petite partie, mais une partie des bandes que je rencontre par ailleurs. Vous dénoncez l'égalité réelle qui a remplacé l'égalité des chances. Oui, ça c'est clair, parce que je pense, ça c'est une mauvaise lecture, me semble-t-il, de l'égalité de notre déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je pense que l'égalité, c'était d'abord l'égalité des chances, c'est-à-dire la capacité, quel que soit l'endroit où on partait, d'arriver en fonction de ses capacités au meilleur niveau. Ça, c'était ça la promotion républicaine, et celle-là, elle a été perdue. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour un enfant de banlieue, par exemple, ou un enfant qui a vécu en HLM comme cela a été mon cas, d'arriver en haut de la hiérarchie administrative, par exemple. J'ai une dernière question. À quelles conditions peut-on réussir le défi de l'assimilation et de l'intégration, selon vous ? D'abord, l'assimilation, c'est toujours dans le Code civil, donc on fait semblant d'oublier, mais c'est quand même juste dans le droit positif français. Donc déjà, il faudrait revenir, ne serait-ce que là-dessus, avant de refaire de la loi pour dire que l'assimilation, ça existe et c'est défini. Et l'intégration, le premier élément, c'est quand même la langue française, quoi. On est quand même effaré, je le dis aussi, c'est du concret. Hein. Tous les jours, vous rencontrez des gens avec lesquels vous allez travailler et qui parlent pas le français ou qui le parlent très mal. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis en place, on les a supprimés, les outils qui permettaient de leur enseigner le français. Je pense que déjà, le fait de pouvoir comprendre et penser en français, c'est une forme d'intégration importante. Et en marge de votre livre, c'est très beau, c'est très doux, c'est ce qui fait qu'on le recommande. Il y a un hommage à la Beauce, à la région de Chartres, où vous êtes né, où votre famille, chartier et ouvrier, s'était installée depuis le Moyen-Âge. On pense en vous lisant à cette formule de la philosophe Simone Veil, de tous les besoins de l'âme. Le plus profond, le plus méconnu est celui de l'enracinement. Le défi d'être français, c'est un livre très émouvant, très profond. Et c'est à lire, c'est aux éditions Presse de la Cité. Je m'étouffe, pas d'émotion, mais ça vaut le coup d'être vraiment lu. Point de vue, c'est terminé. On se retrouve demain, même heure, même endroit.